Et oui, effectivement, le passage me paraît parfait. Le monde reste à faire, donc on a demandé à ceux qui, entre guillemets, se le coltinent régulièrement et tous les jours, ce principe de précaution d'une part, mais aussi ce monde. Alors je vais demander à Gilles Pipien de nous rejoindre, à Maurice Farine de nous rejoindre. Enfin, voilà, Gilles, s'il te plaît. Oui, merci Jean-Pierre. Donc tu m'as demandé d'abord d'évoquer comment j'ai vécu comme ingénieur le moment où nous avons dû, à la demande du président de la République à l'époque, travailler à essayer de faire entrer dans le droit, avec la charte de l'environnement, ce principe de précaution, avec effectivement dès le départ ce débat, jusqu'où fallait-il aller et est-ce que ça allait soit empêcher d'agir, et l'ingénieur que j'étais y pensait sérieusement, soit au contraire nous donner une direction pour agir. Alors, je ne suis pas juriste et je ne me permettrai pas de revenir sur les terres de Marc Pénin, mais quand même, quelques rappels et surprises que j'ai eus à l'époque, était-ce si nouveau que cela? C'est ma première remarque. D'abord, les principes dans le droit, c'est quand même quelque chose d'assez courant. On parle des principes des libertés, on a évoqué tout à l'heure les droits de l'homme, on pourrait évoquer les principes des droits de la défense, et c'est un outil juridique d'usage assez large qui en général permet de faire face à des situations relativement variées. Donc c'est bien connu en droit, sachant qu'à suite, justement, où le juge ou le droit vont permettre de préciser. Donc ça nous paraissait effectivement être utile de donner ce cadre large. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Mais il n'est pas si nouveau que ça. J'ai envie de vous renvoyer tout simplement à 1804, et un juriste comprendra que je parle du Code civil, qui dit quelque chose d'assez simple, dans son article 1383, « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. » Et là, on trouve déjà tous les éléments du principe de précaution avec l'incertitude. Vous avez une négligence et vous ne savez pas bien ce qui va se passer, mais on vous en rend derrière responsable. Ça veut dire qu'on vous amène à dire il faudrait peut-être avoir pris des mesures pour éviter cette négligence. Donc ce n'est pas si nouveau que ça, et c'est la première des choses que nous avions constatées après, et qu'il y avait de fait déjà les éléments dans les textes existants avec cette notion de part d'incertitude. Et c'est le propre de l'ingénieur de prendre des décisions en incertitude. Alors, ça, c'est un des premiers points que nous avions. Et est-ce qu'il y avait intérêt à aller au-delà du fait qu'il y avait déjà des textes et des lois existantes? Donc ça, c'était la première question qu'on s'était posée et qui nous a amené à aller vers une définition. Parce qu'en droit, là, encore une fois, le juriste m'aidera, le droit définit par lui-même ce qu'il dit. Et c'est la force de la définition de ce principe dans la Constitution, c'est qu'en l'écrivant, on le définit. Alors, il ne sort pas non plus, je l'ai dit, dans l'histoire du droit français de rien, mais il ressort aussi d'une évolution internationale importante, parce que quand même, il est évoqué dès 1992 dans la Convention de Rio, au sommet de la Terre. Il est repris dans le traité de Lisbonne, parfaitement européen, et s'applique aux politiques de l'Union européenne. Il est déjà dans la loi française, écrit dès 1995 dans une loi mise en place par un gouvernement dont on ne peut pas soupçonner qu'il ait été un extrémiste de l'écologie en 1995, avant d'entrer effectivement dans la charte de l'environnement, mais avec un effet, et je le rappelle continuellement, et Dominique Bourg a insisté, que sur les autorités publiques. Ça ne vous impacte pas directement les uns et les autres. Et ça veut donc dire qu'il a un objet clair de dire, mesdames et messieurs les autorités publiques, vous devez prendre des mesures, vous devez définir des moyens d'agir. Et ça, l'ingénieur était extrêmement intéressé par cet aspect-là. Parce que justement, et c'est là où il y a eu un grand débat entre scientifiques et ingénieurs, est-ce que le principe de précaution allait nous empêcher d'agir ou au contraire allait nous permettre d'agir? Et nous avons considéré que ça allait effectivement nous permettre d'agir, puis ça nous permettre effectivement d'avoir des moyens pour prendre des mesures. Alors, juste un petit mot quand même, est-ce que c'est inutile d'avoir quelque chose qui s'applique peu souvent? Je vais faire une petite image un peu simpliste.
est-ce que c'est utile que vous fermiez avec une serrure la porte de chez vous, alors que finalement le risque d'être cambriolé qu'une fois tous les 20 ans? Ce n'est pas parce que ça vous arrive qu'une fois tous les 20 ans que vous ne fermez pas votre porte régulièrement. Heureusement qu'il y a cette fermeture de votre porte régulièrement. Je suis un peu simpliste, mais ce principe, certes, s'applique peu et heureusement, mais il donne une ligne directrice. Deuxième élément qui me paraît important dans cette référence, pour l'agir de mon individu dans ma micro-action, c'est qu'une fois que c'est inscrit, le jour où j'agis différemment, eh bien, il y a une faute. Et si les autorités publiques, effectivement, n'ont pas pris les mesures face à l'incertitude de l'amiante à une époque, oui, elles ont été en faute. C'est donc un principe qui s'applique aux autorités publiques, c'est-à-dire à la décision. Et c'est ça qui me paraît important dans notre démocratie. Et moi, l'ingénieur que je suis, j'ai besoin de références pour agir. J'ai envie de dire, ce n'est pas ma micro-action qui va me permettre de décider si c'est bien ou mal. Effectivement, j'ai ma morale. Mais c'est quand même bien que tous ensemble, collectivement, on ait décidé de ce que je vais faire, de ma technique. On me dit souvent, es-tu pour ou contre les OGM? J'ai envie de dire, est-ce que vous êtes pour ou contre l'acier? Quand l'acier sert à faire des canons, c'est vrai que ça pose un problème. Mais quand l'acier sert à faire des lits d'hôpitaux, c'est bien. Et qu'est-ce qui va déterminer la différence entre l'utilisation de l'acier pour les canons et l'utilisation de l'acier pour les hôpitaux? C'est bien la démocratie, ce sont bien les textes. Et je suis bien content en tant qu'ingénieur de trouver ce cadre. Donc voilà, cher Jean-Pierre, à la fois très rapidement, comment je me suis retrouvé dans cette position d'essayer de rédiger un texte avec l'aide de la commission dont Dominique Bourg a eu la modestie d'oublier de dire qu'il était le vice-président à l'époque, dont nous souhaitions qu'il soit un cadre général, un principe, mais qui puisse nous aider dans notre action quotidienne et qui soit, alors là, j'insiste là-dessus, un vrai facteur d'innovation. Si nous voulons diminuer l'incertitude, alors il faut engager des recherches, alors il faut innover, alors il faut agir. L'incertitude est un facteur d'agir. Voilà un petit peu ma première réaction d'ingénieur. Maintenant, je vais demander à celui que beaucoup d'Aixois connaissent depuis de nombreuses années, puisqu'il est aussi président en dehors de l'entreprise, au départ familiale, mais maintenant à renommée internationale, et qui est un des plus beaux fleurons de ce que nous avons, nous, ici en Provence. Je veux parler bien sûr des confiseries du Roi René. Je voudrais que, Maurice, toi qui es de tous les combats pour l'économie, tu me dises qu'est-ce que tu penses des limites du principe de précaution et surtout, finalement, de ce que l'on vient d'entendre un petit peu, qui est aussi vive l'audacieux principe de précaution. Parce que, au fond, je cite Bruno Latour, qui est sociologue à Sciences Po, qui disait « Alors que les autres droits sont devenus évidents, celui-là garde intact sa capacité à scandaliser. » Or, je sais que toi, tu es un petit peu scandalisé par le principe de précaution. La première chose que j'ai appris ce soir, c'est que je dois changer complètement dans le cadre de mon vocabulaire. Moi, j'ai un vocabulaire d'épicier. Et moi, je comprends le principe de précaution comme le comprennent le lambda moyen. Et je voudrais simplement, à l'attention peut-être de M. Dominique Dufour ou d'autres qui sont intervenus ce soir, qu'il m'explique est-ce que j'ai le droit d'utiliser le mot de principe de précaution dans mon quotidien qui m'empêche de créer, de développer et de faire quelque chose. Je voudrais, si vous permettez, prendre une petite anecdote. Aujourd'hui, vous savez, donc, Jean-Pierre, tu l'as dit, je fabrique des calissons. Quelle horreur! Il y a du sucre, des matières grasses. Et notre législateur, aujourd'hui, est en train de confondre obésité et sucrerie. On assume. Et donc, il faut reconnaître quand même qu'il est effectivement, dans le produit que je fabrique et que je vends, il y a du sucre et des corps gras. Alors, on s'est dit que peut-être, au niveau de notre profession, nous devrions réfléchir et de faire quelque chose pour que
les jeunes qui dégustent nos produits puissent un petit peu empêcher de tomber dans cette terrible maladie qu'est l'obésité. Et puisqu'on nous dit obésité, sucrerie, essayons d'aider à changer ça. Et donc on a eu l'idée de mettre au point un kit que nous souhaitions mettre à la disposition des écoles primaires pour permettre aux enfants de bouger un peu plus. Alors donc on a fait appel à des moniteurs sportifs. Moi, quand j'étais à l'école primaire, je sautais à la corde, je sautais à la marelle, je faisais plein de choses. Et aujourd'hui, on est dans un petit coin et on fait jouer sa Nintendo. Et donc on s'est dit, je suis allé voir une directrice d'école. Et je dis, voilà, moi j'aimerais vous aider. Aujourd'hui, vos enfants ne jouent plus dans la cour. Donc nous voudrions vous offrir tout un kit qui vous permette à vos enfants de rejouer. Et nous vous mettons à votre disposition des ballons, enfin tout ce qu'il faut. Et nous mettons à votre disposition des moniteurs qui viendront convaincre vos enfants que c'est merveilleux de jouer ensemble. Et cette directrice d'école me regarde et me dit, naturellement, elle avait compris autrement ce que c'est que le principe de précaution. Elle me regarde et dit, c'est super votre idée, mais seulement, croyez-moi, par principe de précaution, moi je préfère qu'il soit dans un coin pour jouer à la Nintendo, parce que si demain il joue avec des ballons, il y en a un qui se casse la figure, il s'écorche le genou, je vais en prison. Donc, principe de précaution, et non, moi je ne souhaite pas que vous veniez m'aider. Donc, c'est une petite anecdote. Et ce problème-là, en tant que chef d'entreprise, je l'ai quotidiennement. Vous savez qu'il existe des produits qu'on appelle des allergènes. Et de plus en plus d'hommes et de femmes aujourd'hui sont allergiques. C'est vrai. Et donc aujourd'hui, lorsque j'ai dans mon usine, dans un coin, une cacahuète, je dois marquer sur tous les produits que je fabrique qu'il y a un risque, principe de précaution, que quelqu'un pourrait avoir cette allergie à la cacahuète. Alors, récemment, il y avait un salon alimentaire, il y a une dame charmante qui est venue me voir, qui était présidente d'un groupe d'une allergie dont je ne me rappelle plus, et elle vient me dire, écoutez, vraiment, je suis malheureux. Autrefois, j'adorais vos calissons, je mangeais des calissons parce que je sais à peu près de quoi c'est. Maintenant, vous marquez des trucs dessus, est-ce que c'est vrai? On n'a plus le droit d'en manger. Je dis, mais écoutez, moi je fais comme tout le monde, je prends des précautions. Maintenant, parce que je mets un certain colorant dans un de mes produits, je suis obligé de dire que ça risque de faire de l'activité pour les enfants, etc., etc. Donc, c'est un réel problème. Lorsque je reçois un camion d'amende, je dois obtenir un certificat pour principe de précaution que lorsqu'ils ont livré à un client précédent, il n'y avait pas d'allergène dans ce camion parce que les amendes qu'ils me livrent auraient pu être polluées par la livraison précédente. Et donc voilà, bon, j'arrête là parce que des exemples comme ça, je pourrais vous en raconter encore plein. Bon, merci, c'était effectivement un appel à descendre aussi dans cette question de tous les jours, pour que peut-être je puisse maintenant commencer à faire circuler un petit peu la parole avec Gilles. Tu as bien sûr la... Je voudrais répondre à mon ami Maurice, parce que je pense qu'il a l'amabilité, la gentillesse de pousser loin le paradoxe quand même. Oui, puis-je me permettre... C'est ce qu'on voulait faire. Puis-je me permettre de rappeler qu'effectivement, il y a eu une montée des lois face à la peur pour la santé extrêmement importante, mais ça a commencé il y a un moment, cher ami, avec les lois de l'hygiène publique, dès le XIXe siècle, avec celles sur les installations classées dès le XIXe siècle, et ça s'est terminé, et ça par les directives européennes récentes, directive REACH, et tout ceci, ce sont des lois. C'est donc des choses démocratiquement décidées, et ça n'a rien à voir avec un principe de précaution, quel qu'il soit.
Mais c'est quand même pas si mauvais que ça. Je vais vous donner un exemple relativement simple. Il y a une vingtaine d'années, et ça me permettra de passer la parole au chirurgien et ami qui est Patrice Halimi, on a eu une explosion de maladies nosocomiales dans les salles d'opération. L'une des premières mesures les plus simples qui a été décidée a été d'obliger les chirurgiens à se laver les mains. Et les analyses qui ont été faites et de suivi d'évolution de ces maladies, notamment avec un suivi très précis dans certains hôpitaux, ont montré effectivement un effondrement de ces maladies nosocomiales relativement fortes. Donc finalement, ces règles d'hygiène, je ne sais pas si c'est le principe de précaution ou quoi ce que c'est, mais les résultats sont quand même clairs. Et puis je me permets de rappeler aussi la ceinture de sécurité, ce n'est pas le principe de précaution, c'est une loi, et ça a sauvé un certain nombre de vies humaines, et c'est l'ingénieur chargé de la sécurité routière qui veut vous le dire. Donc si effectivement on agite la peur en continu pour faire croire que les lois sont tatillonnes, on se trompe, et je ne suis pas si mécontent que ça qu'il y ait des lois tatillonnes. Moi qui travaille à l'international, je peux vous dire qu'au Maroc, où justement il n'y a pas de loi tatillonne sur la qualité de l'eau, la moitié des enfants qui meurent de moins de 5 ans meurent tout simplement parce qu'ils ont bu une eau sale et se sont pas lavé les mains. Donc je crois que faisons attention, c'est bien de faire rigoler la salle, mais il y a quand même des règles simples et du droit et des lois à respecter. Bien, merci. Patrice, le principe de précaution doit-il être introduit dans le droit de la responsabilité médicale ? Quand on a fondé l'association Santé Environnement Provence et France avec mon ami le docteur Souvé, ici présent, chaque fois qu'on allait faire une conférence, quelqu'un nous disait au nom du principe de précaution, au nom du principe de précaution. Alors bon, c'est vrai, c'est pour ça nous a un peu intéressé, on s'est dit, tiens, il y a un truc qu'on a raté. Dans notre formation médicale, lui de cardiologue, moi de chirurgien, personne ne nous avait parlé, en fait on croyait juste qu'il fallait faire son boulot, enfin bref, des trucs simples, quoi. Et puis, quand on s'est intéressé au PCB, on nous a dit, au nom du principe de précaution, il faut l'interdire et tout ça. Et puis nous, on s'est dit, il faut s'occuper pour la santé humaine. On s'est dit, tiens, c'est rigolo. Depuis 1929, Monsanto collige très gentiment tous les cas de toxicité liés au PCB. Tiens donc là, on n'est pas dans un domaine inconnu par rapport à quelque chose de grave. On était d'accord, la mort de gens, c'est grave, irréversible. S'ils sont morts, ils ne reviendront plus. Là aussi, c'était assez simple. Mais on est dans quelque chose qui était connu et qui était non dit. Premier exemple. Deuxième exemple, lorsqu'on s'est intéressé aux crèches. Là aussi, on a été un peu tatillonne, c'est-à-dire qu'on s'est dit, tiens, c'est rigolo, dans les ateliers de travail, il y a une réglementation sur l'air qu'ils doivent respirer, et Maurice avait parlé de l'histoire de la cacahuète, mais c'est aussi, vous n'avez pas le droit que les ouvriers respirent n'importe quoi, on est bien d'accord. On s'est dit, mais tiens, dans les crèches, les écoles... ben non, rien, il y avait rien. Donc vous voyez, il y a une problématique qui est le surinvestissement dans ce principe, qui est de vouloir, au nom de ça, récupérer d'autres choses qui existent ou qui n'ont pas été mises en place. Parce qu'on le voit bien dans le domaine de la santé-environnement, 4/5 des choses, et la thématique sur le climat est d'ailleurs une thématique aussi sanitaire assez intéressante à ce sujet-là, parce qu'on se rend bien compte qu'on ne sait pas bien ce qui va se passer. Et là, nous rentrons complètement dans le grave et l'irréversible. Vous savez, il se trouve que pour l'année dernière, pour le sommet de Copenhague, on avait, avec l'association, fait un colloque et on avait fait venir les plus grands experts. Alors, je vais vous le dire à la manière que mon grand-père l'aurait dit, c'est as bien parlé, mais qu'est-ce que ça dit ? Ils ont tous bien parlé, mais qu'est-ce qu'ils ont dit ? Parce qu'en fait, ils nous ont surtout dit qu'ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Et c'est là où vous voyez bien ma différence pragmatique entre un PCB où on sait particulièrement ce qu'il va faire, je peux vous montrer des études, on est dans une démarche plus du tout de précaution, ou une thématique qui est en effet mondiale, sur le changement climatique, où on n'a pas le début d'une certitude sur un scénario. Et je suis très honnête, je crois les climatologues sur leur scénario, mais en tout cas, en ce qui concerne les côtés sanitaires, vous pouvez voir l'ensemble des gens qui font de la santé publique, ils vous disent que ça va entraîner des perturbations, qu'elles seront sans doute néfastes, mais quoi, quand, qui, où, on ne sait pas. Donc la vraie question, elle est là, c'est de recentrer ce principe, à mon sens, sur ce qu'il veut vraiment dire. Et il n'est pas là pour calmer notre incurie sur des lois déjà écrites.